Bonjour à tous et à toutes. On va commencer tranquillement le temps que des gens se connectent petit à petit et qu'ils voient qu'il y a un nouveau live Charge Room qui a lieu quelques jours après le dernier. Et il y en aura un autre qui va arriver très bientôt avec des militants qu'on connaît de longue date. Le but de ce live, pour dire rapidement, ça va être de parler un petit peu du 24 avril, des mobilisations qu'il y a eu aujourd'hui, des déclarations qu'il y a eu aujourd'hui. Je pense que la plupart, vous êtes au courant que Joe Biden a reconnu officiellement le génocide des Arméniens. Donc on va revenir là-dessus. Et on va parler également du sens du 24 avril, en tout cas ce que nous on en voit, maintenant que ça fait 106 ans qu'il y a des mobilisations à ce sujet. Quel sens donner à cette manifestation 106 ans plus tard? Voilà, on va commencer tranquillement, le temps que les gens arrivent. Le premier sujet qu'on va aborder, ça va être celui des manifestations, donc principalement dans Paris. Je précise juste pour ceux qui se poseraient la question que ce live va durer, on espère, autour de 40 minutes. Si on s'enflamme, il est possible que ça dure un petit peu plus longtemps. Mais l'idéal, c'est ce qu'on va viser comme temps. Donc, vous êtes prévenus sur la durée qui est prévue. Et donc, pour commencer sur les manifestations parisiennes, on est trois ici à avoir été présents, parce qu'on est trois ici à être parisiens, qui sont Loris, Tolo et moi. Bien sûr, Yariché, si tu veux intervenir, n'hésite pas, même si tu n'étais pas présent. Qu'est-ce qu'on peut retenir, selon vous, Loris et Tolo, de cette mobilisation à Paris? Je donnerai aussi mon avis un petit peu après, mais je vous pose la question en premier. Je vais, je vais commencer. Toujours, n'hésite pas hein, quand tu vas prendre la parole. Franchement, là, je pense que le début de la manifestation, la première partie de la manifestation, a surpris tout le monde. Soyons honnêtes, il y avait presque autant à un moment, voire même un peu plus de policiers, de gendarmes, enfin de CRS, que, que de manifestants. Toute la place du Canada était inaccessible, hein, barriérée, était dans les jardins alentours. Sauf un traditionnel, malheureusement traditionnel, sorte de carré VIP où il n'y a que des seuls ceux qui sont people ou portant une écharpe rouge, bleu, orange, pardon, bleu, blanc, rouge, parce que c'est un lapsus involontaire. Bleu, blanc, rouge peuvent accéder. Euh, Avec pendant des discours inaudibles de toute façon, hein, quasi inaudibles, hein, des CRS qui font des sortes de manœuvres de CRS. C'est-à-dire qu'il y en a 20 qui partent de droite pour aller à gauche, 30 qui partent de gauche pour aller à droite avec des boucliers, les autres sans bouclier. Pourquoi on n'a pas vraiment compris. Les discours généralement inaudibles, euh, des discours qui s'adressent de toute façon à la cinquantaine de personnes qui sont devant la scène. Euh, Franchement, les discours des représentants, des 10 représentants arméniens qui sont vraiment dans la justification, hein, l'Assemblée a reconnu le génocide, a reconnu Al-Sarh, ce qui est faux d'ailleurs, hein, techniquement parlant. Le Sénat a reconnu Al-Sarh, la ville de Saint-Étienne, la ville de Paris, après la guerre, qui plus est, hein, une fois que l'Arménie et l'Al-Sarh avaient perdu. Euh, c'est un discours de justification. Et tout ça pourquoi au final? Pour pas grand-chose. Donc, enfin, de mon point de vue, hein, de manifestant qui a peu entendu les discours parce qu'ils étaient généralement pas super audibles, euh, les gens sont venus un peu les mains vides, quoi, politiquement parlant. Il y avait la présence de Gabriel Attal, donc, qui est membre du gouvernement, euh, pour ce que ça apporte, c'est-à-dire pas grand-chose, hein, à part faire la promotion des manifestations. Qui a été le premier président à parler d'agression? Oui, mais qui a vendu des armes à l'Azerbaïdjan, ne l'oublions pas. Voilà. Moi, ce que je retiens de tout ça, franchement, c'est que il y a déjà 5 6 ans, le CCF nous annonçait que c'était une manifestation, une commémoration républicaine, une cérémonie républicaine, que c'était un grand. Et déjà à l'époque, on alertait sur le fait de dire de la manifestation. Euh, ben là, c'est totalement le cas. C'est-à-dire qu'on est passé du stade de commémoration républicaine au fait que la République a récupéré entièrement la commémoration. Tolo, si tu veux enchaîner. Oui, un petit peu, enfin très vite, mais oui, c'est en fait
d'un point de vue de militant, cette journée-là, on l'a préparée, nous, en amont depuis très longtemps, tant dans la préparation du matériel que nos communiqués, notre communication, inviter nos camarades, nos amis à venir. Et on se retrouve parqué, même pas sur la place, derrière la place, alors que quand on se dit que c'est une manifestation qui est posée en préfecture, d'un point de vue légal, tout est permis pour nous, pour manifester, mais on ne peut pas accéder à la place. Donc ça pose aussi énormément de problèmes d'un point de vue démocratique, hein, d'un point de vue, d'ailleurs, un gendarme qui nous a fouillés, d'ailleurs, on a eu le droit à des fouilles avant de rentrer. Vous avez dit, oui, je ne vais pas interdire vos pancartes, mais et je ne vais pas interdire, pardon, parce que je respecte la liberté d'expression. Mais si on me donnait l'ordre de le faire, je le ferais. Donc voilà, donc on a beau poser une manifestation en préfecture, y aller, c'est encore très conditionnel, c'est-à-dire que tout est soumis à condition. On ne savait pas enfin, personnellement, moi je pensais jusqu'à la dernière minute que la manif n'allait pas avoir lieu. Parce que les discours, et comme a dit Loris, les discours qu'on n'entendait d'ailleurs pas, s'éternisaient. Et avec le couvre-feu approchant, on se demandait est-ce qu'on va vraiment partir? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir manifester, occuper le terrain, prendre la rue? Et j'avais un grand doute là-dessus, personnellement. C'était en plus de fait d'être parqué. Donc c'est bien beau de nous dire dans les discours, chers amis, vous qui êtes là-bas, je ne vous oublie pas. Ben, très bien, mais nous, on ne vous entend pas. Et on n'a pas non plus envie de vous écouter parce qu'à un moment, c'est aussi c'est une journée de revendication pour les Arméniens. Et ça ressemblait pas trop à ça, justement. C'est ça qui posait un peu de problème aussi. C'est vrai que je vais donner une petite anecdote à titre un peu perso. J'étais avec un ami qui, à la base, vient de Marseille, qui regarde peut-être ce live d'ailleurs, et si c'est le cas, je lui dis bonjour. Enfin, je l'ai déjà eu tout à l'heure. Et je lui ai expliqué un petit peu parce qu'il ne connaissait pas forcément les manifestations sur Paris. Et pour moi, je trouve que c'était un petit peu la honte. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont partis avant la fin des discours. Parce que quand on a 1 heure et demie de discours qu'on n'entend pas, qui sont loin de nous, où les gens ne font même pas face à nous, et où il y a un vide de 2 fois 2 voix qui nous sépare, c'est sympa hein, qu'il y ait des gens, il y ait des officiels qui viennent parler, il y a des fleurs, il y a tout ce qu'il faut, il y a la statue, il y a des CRS, beaucoup de CRS, beaucoup de CRS. Mais il y a plusieurs personnes qui disaient, mais c'est quoi? C'est de la ségrégation, on est le bas peuple, ils ne veulent pas nous parler, ils ne parlaient même pas en face de nous. Exactement. Donc effectivement, il y a ce ressenti que, évidemment, on a tous ressenti, qui pour certains s'est traduit avec un départ avant même le début de la marche, ce qui je pense est dramatique. Parce que quand les gens partent avant même qu'on manifeste vraiment, c'est que le travail était très mal fait. Et vraiment, cette distance où on nous a vraiment mis à l'écart, avec cette séparation entre d'un côté les manifestants et de l'autre les invités, tels que nous l'ont dit les CRS ou les policiers, je ne sais plus, nous a bien fait comprendre qu'il y avait 2 manifestations, celle des manifestants qui sont nous, qui sont, on dirait, je ne veux pas partir dans des clichés, mais on dirait vraiment qu'ils ont été traités comme un petit peu le bas peuple, et celle des invités qui sont un petit peu les officiels, qui sont un petit peu des pseudo-élites, je ne sais pas, mais qui étaient dans leur coin, et que c'était comme c'était 2 manifestations différentes. Ce qui est, évidemment, je partage l'avis de mes camarades, dramatique, je pense, pour cette 106e journée de commémoration. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ouais, Loris. Ouais, je veux bien. Et Richard, Pardon, après. vas-y si tu avais quelque chose à dire. Non, je voulais rebondir sur ce que disait Thomas. C'était l'objectif, tout ça. Alors, on ne va pas se plaindre, nous, on ne va pas feindre de se plaindre de ne pas écouter, de ne pas entendre les discours d'Ala Toranian et de Moulad Papazian qui sont les mêmes depuis 15 ans. Je veux dire, même Bachar el-Assad, qui est là depuis un peu moins longtemps qu'eux, change de discours 1 fois par an dans son discours politique général. Donc voilà, c'est les mêmes mots à peu près alors, bien évidemment, ils s'adaptent un peu aux modes. Hein. Quand la France était un peu de gauche, ils étaient de gauche. Et puis maintenant, la France est islamophobe. Alors, ils parlent d'islam sur scène. Hein. C'est un peu ce que j'ai pu remarquer, moi. Mais en réalité, on ne va pas feindre de s'intéresser à ce qu'ils disent. Tout ça a été voulu. La vérité, c'est que ça fait des années et des années, bien avant la pandémie du Covid, qu'ils veulent faire cette ségrégation-là, avec un parterre d'officiels, de VIP, d'ailleurs, qui viennent munis d'un carton écrit sur le liseré carton VIP, comme si il fallait rajouter à l'indécence un peu de bling-bling. Et puis voilà, ils peuvent profiter cette année de la pandémie pour faire semblant de respecter, on va dire, les gestes barrières et les choses comme ça. Mais en réalité, le but, c'est ça. Vous savez, moins il y a de monde pour ces gens-là, moins il y a de débordements possibles.
Parce qu'il y a toujours des gens en colère dans une manifestation. On ne manifeste pas toujours pour... vous voyez ce que c'est qu'une manifestation. C'est une vieille tradition française, républicaine d'ailleurs. Moins il y a de militants, moins il y a de slogans qui peuvent gêner le pouvoir. Et en réalité, ce n'est pas la journée des Arméniens, ce 24 avril. C'est la journée des gens qui veulent se faire élire, des gens qui veulent montrer dans la communauté que c'est eux les chefs, donc le CCF en gros. Enfin, 2 personnes du CCF. C'est la journée du pouvoir qui vient montrer qu'il est souverain. Et en réalité, les gens se réjouissaient, vous vous souvenez, se réjouissaient que le 24 avril devienne une journée de commémoration nationale. Ce n'est pas devenu une commémoration nationale, même si on nous a dit que c'était ça. Mais désormais, le gouvernement français a la possibilité finalement d'imposer ses règles à la commémoration, ce qui n'était pas le cas avant, d'imposer ses slogans, en tout cas d'imposer qu'il n'y ait pas de slogan, d'imposer que le discours politique soit lissé, mais je vais même aller plus loin. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'affectionne plus trop le rassemblement lyonnais de commémoration du génocide des Arméniens en 2015. Et je le sais de sources sûres. Le cabinet du préfet a fait analyser les discours qui allaient être prononcés à la scène le jour du 24 avril 2015 à Lyon. Son motif, c'était de dire je suis le représentant de l'État, je ne veux pas que, comme ça devient maintenant une cérémonie officielle, je ne veux pas, parce qu'à Lyon, c'était déjà officiel dès 2015, pour le centenaire, ils avaient décidé de faire ça dans la région lyonnaise. Comme je suis le représentant de l'État en tant que préfet, je ne veux pas qu'il y ait de propos qui puissent nuire à la réputation de l'État ou à la mienne. Donc, ils ont censuré les discours et ils ont, je le sais de sources sûres, fait retirer d'un discours des expressions comme viol des femmes, des atrocités. Et quelqu'un dans le bureau s'est exclamé en disant « Mais est-ce qu'il y a eu des femmes violées pendant ce génocide ?» Et la réponse a été « Oui, mais ça va heurter les Turcs. » Comme si les Turcs devaient être heurtés, comme si par essentialisme, les Turcs seraient tous des négationnistes ou des ignorants et seraient heurtés par le fait qu'on dise la vérité. Vous voyez où nous mène l'institutionnalisation, la commémoration nationale et toutes ces foutaises qui en réalité étaient là pour nous donner un minuscule sucre, qui était d'ailleurs bien empoisonné. Aujourd'hui, et vous verrez que ça va s'empirer, il y aura de moins en moins de monde à ce rassemblement, et les gens qui porteront des pancartes, qui ne seront pas les pancartes officielles, c'est-à-dire celles qui portent le symbole des loups gris, parce que c'était ça cette année, les pancartes du CCF portaient le symbole des loups gris et le drapeau turc. Je veux dire, la honte n'écorche personne, j'ai l'impression. Eh bien, voilà, tout ce qui sera un propos portant la cause de l'émancipation du peuple arménien sera évincé, et vous verrez, ça va s'empirer. Moi, je voulais revenir sur ce que disait Tolo, parce que c'était évocateur sur la question du policier qui a regardé les pancartes. Effectivement, il a regardé les pancartes. Il a dit lui-même, je veux voir un peu les slogans qui sont dessus. On a des gens de chez nous ont rétorqué sur la question de la liberté d'expression. Et il a dit non, mais c'est ce que disait Tolo tout à l'heure. Je n'attaque pas la liberté d'expression. Mais c'est au cas où on me demande de retirer telle ou telle pancarte ou banderole que j'interviendrai pour savoir où c'est. Donc, ce qui veut dire que certainement que ces ordres-là sont potentiellement dans les tuyaux, quoi. La réalité, c'est que c'est les préfectures à l'heure actuelle qui contrôlent les commémorations du génocide arménien. Les excuses des représentants du CCF auprès de la foule qui ne les entendait pas, c'est-à-dire qui ne les écoutait pas, aujourd'hui n'y changent rien. C'est eux qui ont joué avec le feu de la question de l'institutionnalisation de la cause arménienne, en tout cas de l'institutionnalisation du 24 avril. Ils ont joué avec le feu depuis 5-6 ans à Paris, mais aussi à Marseille et à Lyon. Puis à Marseille et à Lyon, je suis assis, c'est même pas un défilé, c'est être assis à écouter les discours de préfets, d'élus, de régions et compagnie qui n'apporteront rien, mais personne ne parle au peuple arménien. Parce que c'est ça l'absence de toutes ces journées, c'est que personne ne parle au peuple arménien qui est là. Les gens qui prennent la parole parlent aux officiels qui sont là. Donc nous, on a voulu un petit peu faire l'inverse. Pour la question de la fréquentation, c'est mon point de vue, on n'a pas discuté ensemble l'autre, mais moi je pense franchement qu'il n'y avait pas plus de 2500 personnes. Quelqu'un d'autre, de nos camarades, nous a dit, moi je pense
3000, c'est très, très faible. C'est très, très faible. Et je rappelle que c'est une manifestation qui n'est pas allée plus loin que le Trocadéro, pardon, que la place de Varsovie. Ça veut dire que c'est une place dans Paris où il n'y a strictement rien du tout. Il y a une vue sur la Tour Eiffel, rien d'autre. C'est-à-dire qu'habituellement, on allait, et on le déplorait déjà, envers les Champs-Élysées où très loin on voyait l'annexe du consulat de Turquie, ou alors à Paris, on allait devant l'ambassade de Turquie. Là, on n'est même pas allé jusqu'à là-bas. Et quand à la tribune, des gens disent on est obligé d'arrêter la manifestation à cause des mesures sanitaires, non, 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 on est obligé d'arrêter la manifestation parce qu'il y a eu 1 heure et demie, 2 heures de discours inaudibles et qui ne servent à rien, d'officiels qui ne servent à rien. C'est uniquement pour ça, quoi. Oui, mais il y a les élections régionales bientôt, Loris, et que le 24 avril, ne servant que de caisse d'enregistrement des candidats à n'importe quelle élection farfelue, eh bien c'est ça. C'est pour ça que ça a duré longtemps, parce qu'aux élections régionales, il y a plus de candidats, c'est tout. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai l'impression, excusez-moi, Thomas, mais si enfin, ces gens-là, enfin, comme disait Bourdieu, c'est une parole évocatrice qui crée ce qu'elle énonce. C'est-à-dire que s'il n'y a personne pour les écouter, ces gens-là ne sont rien. C'est-à-dire que très bien que le CSAF parle, très bien que Hidalgo s'exprime ou que Attal, le stagiaire de l'Élysée, prenne la parole, mais s'ils n'ont pas de public, leurs mots n'ont encore moins de sens que maintenant. C'est-à-dire que qui a entendu ces mots à part eux-mêmes? C'est-à-dire que voilà, ils sont là, ils n'ont pas eu leur dîner cette année. Ils ont fait leur pique-nique dans la rue. Voilà, ils ont eu leur jardin de Yerevan pour prendre la parole. Très bien, ils ont pris le soleil. Mais moi, je pense, à part avoir eu un coup de soleil, je pense qu'ils n'ont pas eu grand-chose d'autre. Donc c'est triste de se dire qu'un jour qui est censé être justement un jour de revendication, un jour où on est là pour la justice, pour le peuple arménien, mais aussi pour tous les peuples qui ont subi des crimes, des génocides, des massacres, des injustices. On est là à nous vendre de la mémoire, à nous vendre des promesses, et voilà, des questions électorales auxquelles on ne s'intéresse pas d'ailleurs, qui n'ont pas l'enjeu auquel elles se montrent. Un jour avec un peu d'unité, souvent. Et là, l'unité, c'est le CCF avec ses amis institutionnels, c'est-à-dire la police, en fait, et le gouvernement, qui brise cette unité-là. C'est-à-dire qu'on peut participer au même défilé avec des idées différentes, des slogans différents, des manières de voir les choses différentes. Mais ce jour-là, en général, on est ensemble. Mais cette situation va faire qu'un jour, des gens vont se dire, mais attendez, on ne peut pas manifester, on ne peut pas revendiquer, on doit applaudir des gens pour qui on ne vote même pas. Quoi? On va faire notre propre manifestation un jour. Parce que clairement, on doit applaudir des gens qui vendent des armes à ceux qui tuent nos frères et sœurs. Et on doit se taire, ne rien dire. Un jour, des gens vont dire, mais bon, on en a ras-le-bol, on va faire notre propre manifestation. Et du coup, c'est pas bon parce que ça va faire plusieurs défilés. Mais ça deviendra inéluctable parce que des gens sont en train de nous dire, marchez en rang avec 2 lignes seulement, et puis on va tous ensemble nous précipiter dans le ravin. Forcément, au bout d'un moment, des gens vont dire, bon, bah, nous, le ravin, c'est pas notre projet, quoi. Et effectivement, il commence à y avoir... j'en profite pour donner un petit peu quelques commentaires qu'on a en même temps et qui me laissent penser que ce jour est pas loin d'arriver, parce que la plupart des commentaires qu'on reçoit sont « Cette manifestation était un scandale, je me suis senti bâillonné ». Des questions effectivement aussi sur le tracé du cortège, en disant au final, ce qu'on fait sur les quais de Seine, c'est sympa, mais personne ne nous voit. Avec quelqu'un qui demande est-ce que ça sert vraiment à quelque chose et si on ne devrait pas plutôt aller à la République. Donc au final, tout ce que tu viens de dire, Yeriché, en disant un jour les gens vont se poser ces questions, toutes ces questions sont dans les commentaires actuellement, en tout cas dans ceux qu'on envoie. Moi, je pense que les gens sont plus lucides que ce que l'on croit et sont plus avant-gardistes que les associations, les mouvements, et même parfois, et souvent, que nous. Alors, c'est vrai que nous, on est des rebelles. On est souvent on essaye d'être des empêcheurs de tourner en rond. Non, mais c'est pas pour jeter des fleurs au mouvement auquel j'appartiens, Chajoum, mais on était vent debout contre le régime de Serge Sarkissian parce qu'il opprimait le peuple arménien. Le peuple a dégagé. Tout le monde est devenu l'ami de la révolution.
On était vent debout pour dire attention, si demain il y a une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan a des velléités génocidaires et guerrières contre le peuple arménien, eh bien, il y a un risque de désillusion et de défaite militaire parce que tout l'argent a été volé par les oligarques. Aujourd'hui, on s'en est rendu compte, etc., etc. Je veux dire, il y a plein de sujets sur lesquels, quand on s'intéresse finalement uniquement aux intérêts de la nation arménienne et du peuple arménien, et pas à d'autres intérêts annexes et politiques qui sautent aux yeux. Mais c'est pas qu'on est plus intelligent ou plus lucide que les autres, c'est qu'en réalité, les autres ont d'autres intérêts, d'autres projets, d'autres dynamiques, d'autres choses qui les mettent en mouvement. Nous, il n'y a que cette histoire-là du peuple arménien qui nous met en mouvement. Donc forcément, on voit les choses. Mais même nous, parfois, on n'est pas peut-être pas assez avant-gardiste, je ne sais pas. Je pose la question, mais bien sûr que les gens qui nous écoutent voient les choses et pensent des choses. Encore heureux. Pour aller sur une note. Pardon, Loris, vas-y. Vas-y, toujours. Si je pourrais sur le lieu de la manif, justement, donc, qui est très proche des lieux de pouvoir, on a 2 pas de l'Élysée, dans les plus beaux quartiers de Paris. Aucune manifestation autre que la nôtre n'est autorisée dans ces quartiers-là, où elles sont très vite réprimées, très vite encerclées. Et en fait, parce que ce sont des manifs qui dérangent le pouvoir. Donc, il faut se dire aussi, est-ce que nous avons une voix politique avec cette manifestation qui, en fait, dérange personne, donc on nous laisse faire. Parce qu'elle est justement, elle est chapeautée par les intérêts de quelques-uns au détriment de celui d'un peuple, quoi. Donc voilà, comme Thomas, tu disais, il y avait un commentaire, je ne vois pas les commentaires, moi, qui défilent, mais par rapport à la place de la République, c'est aussi tout à fait légitime dans la République. Nous étions d'ailleurs pour les prisonniers de guerre, les prisonniers arméniens détenus en Azerbaïdjan, nous étions la semaine dernière. Voilà, ce sont des lieux où on parle de justice, de droits de l'homme, de liberté, alors que voilà, Trocadéro, on parle de dîner, on parle d'affaires, etc. Enfin, et on ne dérange pas. Donc on nous laisse faire. Enfin, quand je dis on, c'est ceux qui vendent ce rassemblement à la préfecture ne dérangent pas. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faudrait peut-être penser, parce que c'est un truc aussi éviter justement de tourner en rond sur cette question. Moi, je voulais revenir quand même sur la note positive, entre guillemets. Oui. Nous, on a organisé un cortège pendant cette manifestation. Cortège qui était quand même assez rempli de gens, de manifestants. On est très heureux. On espère qu'on refera pareil. Pour faire le topo, on a préféré plutôt que d'afficher des victimes du génocide, afficher des militants de la résistance arménienne. Donc ça va de Manouchian, de Misak Manouchian à Nouba Ozanian, en passant par Antler et Monté-Melkonian. Dans la même lignée, on avait des slogans donc, sur l'Alsach, évidemment, des slogans « Nous sommes tous Kulkenyanikians », donc pareil, c'est pour s'échapper du statut de victime. Tout le monde déteste l'État turc, des pancartes, le panturquisme veut nous détruire, détruisons-le. Et enfin, des slogans sur les loups-gris, pas de quartier pour les loups-gris et pas de loups-gris dans nos quartiers. L'objectif, c'est de montrer aux Arméniens qu'il est possible de relever la tête. Il faut politiser les choses parce que c'est une lutte qui est éminemment politique. Je ne parle pas de lutte politicienne. On est très loin de ça et on n'en veut absolument pas. Mais il faut se réveiller parce que ça fait longtemps qu'on pêche un peu, j'allais dire dans le désert, mais effectivement, les Arméniens ne sont pas bêtes. Ils voient bien plus les choses que les pseudo-dirigeants de la communauté voudraient qu'ils les voient. Mais c'est bien d'être très gentil. Ça nous a amené quoi? C'est bien d'avoir plein de reconnaissance partout. Au final, on a perdu la guerre, personne n'a levé le petit doigt, ce qui était prévisible. Et on fait quoi? On va continuer à rester comme ça? On va continuer à demander qu'un représentant du gouvernement qui nous vend des armes vienne faire la propagande du président du pays qui vend des armes à nos assassins? On va continuer dans cette voie-là qui est une impasse depuis 20 ans, où on va changer de direction et relever la tête. Nous, on essaye de prendre ce pari-là. C'est plus simple à dire qu'à faire, évidemment, mais on essaye d'aller dans cette voie-là. Si ça vous va, on va switcher un petit peu de sujet, parce qu'on en a encore 2 à aborder, et il ne faudrait pas qu'on assaille tout le monde. J'avais juste... Vas-y, ouais. Excuse-moi Thomas, j'avais juste quelque chose à rajouter. Je sais que quand on est lancé tous les 4, on est un peu bavard, mais moi, je pense très sincèrement que philosophiquement, le choix fait par Charjoum depuis quelques années, mais particulièrement cette année, de mettre l'accent sur l'hommage rendu
non pas seulement aux morts, mais aux résistants, est important. Il est important parce qu'il se passe des choses politiquement, et j'allais dire même philosophiquement, pendant cette guerre et depuis la guerre d'Artsakh. Vous voyez toutes les images qu'on nous a imposées d'Arméniens mutilés, d'Arméniens égorgés, d'Arméniens emprisonnés, d'Arméniens à qui on force à dire, parce qu'ils sont menacés pour leur vie, ou que leurs camarades ont un pistolet sur la tempe, de dire des choses qu'ils ne veulent pas dire, comme le Karabakh est azerbaïdjanais ou des choses comme ça. Vous avez tous vu ces vidéos-là. Ce que fait l'Azerbaïdjan et la Turquie là, et elle l'a toujours fait, ces États nationalistes et anti-arméniens l'ont toujours fait, c'est ce que font les fascistes, c'est la démonstration de l'impuissance du peuple qu'ils veulent mettre à mort. Il ne s'agit pas seulement de tuer les gens, il s'agit de créer les conditions d'une haine de eux-mêmes contre eux, mais également de magnifier notre domination sur ce peuple. C'est ce que, par exemple, on a toujours fait contre les Noirs victimes de l'esclavage. C'est comme ça. C'est la manière, on va dire, de déviriliser l'homme arménien. Je ne fais pas de hiérarchie dans les souffrances entre les hommes et les femmes qui sont capturés par l'armée azerbaïdjanaise. Les femmes combattantes ou les femmes civiles, on sait la manière dont on profane leur corps, c'est-à-dire les viols, les violences sexuelles, qui sont l'apanage, on va dire, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. On va pas se... Et pour les hommes, bien évidemment, ils ne sont pas exemptés de ce genre de sévices, bien évidemment. Mais pour les hommes, eh bien, on fait le spectacle de la mutilation de leur corps, de la profanation de leur corps d'une autre manière, pour montrer la faiblesse de l'Arménien. Et pour que l'Arménien voit lui-même qu'il est un faible, et qu'il ait cette image qui lui soit renvoyée, pour qu'il ne résiste plus jamais lorsqu'on reviendra l'exterminer. Et je pense que c'est important pour nous de montrer des images de femmes et d'hommes et qui, à un moment donné, ont pris leurs responsabilités et ont porté les armes du peuple arménien pour le défendre contre ceux qui avaient décidé de le mettre à mort. Moi, si je peux ajouter, désolé, c'est pas grave. mais si je peux ajouter qu'à chaque fois que la Turquie ou l'Azerbaïdjan ont en tête de vouloir que les Arméniens aient une image d'eux en étant des faibles, au même moment et à chaque fois, il y a une sorte d'échappatoire qui est proposée par l'un ou l'autre des États, généralement c'est la Turquie. Là, l'échappatoire, c'est les commissions de réconciliation. Puisqu'on est faible et qu'on ne peut pas résister, réconcilions-nous, même si c'est au rabais. C'est ça le message qui est donné. Quand Erdogan disait on a des listes d'Arméniens en Turquie et on se tient prêt, au même moment, il faisait les protocoles arméno-turcs, 2008-2009. Donc, ce n'est pas un hasard si ça arrive au même moment, ce genre de choses. Et ça reviendra. Et il y aura des Arméniens qui vont tomber dans le panneau, parce qu'il y a toujours eu des Arméniens qui sont tombés dans le panneau du mythe de la réconciliation à bas prix. Entre militants, on peut se réconcilier sur des bases franches, sur la question de la justice notamment. Quand il n'y a que du mémoriel, attention, danger. Désolé, Thomas, tu vas m'en vouloir à mort. Pas de souci, c'est pas les auditeurs, moi ça me va. Mais c'est important. Parce que ce que Loris dit, c'est complètement complémentaire de cette question de la démonstration et de l'impuissance que veut faire l'Azerbaïdjan et la Turquie. Vous savez, c'est le supplice de la cage de fer qui consiste par la diplomatie dont, vous savez, le principe même de la diplomatie, de la conclusion de traités, c'est le volontarisme. C'est un contrat, un traité. Donc, le principe juridique du volontarisme, c'est que quand l'Arménie fait un traité de paix ou fait un traité d'allégeance ou fait un traité de réconciliation avec l'État turc ou azerbaïdjanais, eh bien, il donne sa volonté souverainement. Eh bien, c'est aussi ça, la volonté de soumettre l'Arménien qui est mise en œuvre par l'État turc et azerbaïdjanais. On veut, après avoir mutilé les hommes et l'avoir, exhibé, et on veut que les institutionnels, les politiques, les dirigeants arméniens se soumettent. Et quelle meilleure soumission que s'infliger à soi-même le supplice.
et s'infliger à soi-même le supplice, c'est signer des traités volontairement qui portent atteinte à la dignité du peuple arménien. Ça me fait une très bonne transition pour effectivement le deuxième sujet, parce que c'est un thème que je voulais aborder. Ça ne vous dérange pas, je vais en parler en premier. C'est à propos de la reconnaissance du génocide par Joe Biden. Donc une première pour un président qui le reconnaît. Enfin, ce n'est pas une première d'ailleurs, il y a déjà des présidents qui l'ont reconnu. On ne va pas trop revenir sur cet aspect-là directement, je pense, du premier président ou de l'aspect juridique, parce qu'on l'a déjà traité dans un live il y a quelques jours avec Harut Sassounian, que vous pouvez retrouver sur la page Facebook. Bien sûr, si quelqu'un veut intervenir là-dessus, qu'il n'hésite pas. Moi, j'aurais donné un point positif là-dessus, parce qu'il y aura aussi beaucoup de points négatifs, ou en tout cas relativisés par la suite, mais qui va dans la droite ligne de ce que vous avez dit avant. C'est que cette reconnaissance pose un problème à la Turquie. À la Turquie qui avait annoncé que si, alors ça pose un problème symbolique, hein, ce n'est pas un problème de fond, mais la Turquie avait annoncé que si les États-Unis reconnaissaient le génocide, ça nuirait à la réconciliation entre l'Arménie et la Turquie. Et moi, c'est la raison principale pour laquelle je voulais cette reconnaissance. Ce n'est pas du tout pour le peuple arménien, parce que je pense que ça ne fera pas de très grandes différences sur le terrain, et ça, Antir Harout Sassounian l'expliquait aussi de son côté dans le live, et on aura l'occasion d'en reparler. Mais je pense que c'est important de voir que cette réconciliation, ce n'en est pas une, tout simplement. Et je pense que chez Charles Joum, on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de problème à se réconcilier avec des Turcs quand c'est une vraie réconciliation. Quand c'est un traité de paix qui oblige l'Arménie à mettre fin à ses revendications, qui l'oblige à ouvrir ses frontières que la Turquie a fermées elle-même unilatéralement en 1993. Et j'insiste là-dessus parce qu'à chaque fois, les Turcs disent les Arméniens ne veulent pas négocier. C'est eux qui ont fermé la frontière. S'ils veulent la rouvrir, ils peuvent le faire. Personne ne les en empêche. Après, l'Arménie peut choisir, elle, de ne pas rouvrir, mais ça, c'est un autre sujet. Mais à chaque fois, dire il faut qu'on va ouvrir la frontière de force. On va imposer la fin des revendications territoriales. On va imposer la fin de la lutte pour la reconnaissance à l'Arménie. Ce n'est pas une réconciliation, ça. C'est une domination pure et simple. C'est une vassalisation, c'est de faire de l'Arménie une sorte de mini-protectorat, comme la Turquie avait déjà essayé de le faire d'ailleurs dans les années 18-20, avec les jeunes Turcs qui ont reconnu une Arménie indépendante qui était un protectorat de fait, juste autour entre Yerevan et le lac Sevan, et ensuite avec Mustafa Kemal qui a fini par reconnaître une Arménie vassalisée à l'Union soviétique. La Turquie peut négocier avec les Arméniens comme ça, tant qu'elle est en position de force et qu'elle a une Arménie faible en face. Mais pour nous, ça n'a aucun intérêt. Donc, il n'y a aucun intérêt à se réconcilier avec des gens comme ça, c'est-à-dire le régime d'Eldoran maintenant, mais c'était aussi le régime des kémalistes auparavant. Et donc, cette reconnaissance de Joe Biden, si je trouve un point particulièrement positif, c'est que j'espère, ça va mettre un frein à la tentative turque de se rapprocher. La Turquie, évidemment, a critiqué, ça c'est prévisible. L'Arménie a salué la décision. Si ça peut mettre un petit peu de bazar là-dedans et empêcher une réconciliation trop vite, enfin une réconciliation, une domination de fait, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je vais ne pas être trop dur avec cette décision. Enfin, ce n'est pas tant une décision, mais c'est plutôt envers une partie de la communauté, pas en France d'ailleurs spécialement. Mais comment vous dire, on a attendu que Joe Biden reconnaisse le génocide arménien pour le savoir, que c'est un génocide. Depuis 60 ans, il y a une totalité d'une communauté arménienne des États-Unis qui milite pour obtenir quelque chose que nous savons déjà. Le Congrès, le Sénat américain, Ronald Reagan lui-même, par décret, ont reconnu le génocide arménien déjà. Alors, effectivement, ça ne fait pas de mal en termes de cause arménienne. Hein. Je ne parle pas du mental des Arméniens, en termes de cause arménienne, tant mieux que ça enquiquine la Turquie, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'après que la Turquie ait fait son crime de génocide, elle a mis en place le négationnisme. Et si l'objectif de mettre en place le négationnisme, c'était que nous, Arméniens, plongions et qu'on ne demande plus la réparation du crime, mais qu'on demande l'arrêt du négationnisme, c'est très bien joué de la part de la Turquie. C'est très bien joué et ça fonctionne. Ça fonctionne quasiment. Je rappelle que les premières revendications du peuple arménien ne concernant rien la reconnaissance, de type sur la restitution territoriale, patrimoniale et autres. Voilà, alors effectivement, c'est une bonne chose, hein, mais moi, je crains que le prochain président des États-Unis, il y ait une grande campagne qui soit lancée pour lui demander que lui aussi reconnaisse le génocide arménien. Alors, on peut faire ça longtemps. Hein. Les élections, c'est tous les 4 ans aux États-Unis. Ça fait beaucoup de campagnes pour quelque chose qu'on sait déjà.
Tolo Yerichet, si vous voulez intervenir aussi sur Joe Biden. Oui, mais Tolo, peut-être. Bah, honnêtement, j'en pense pas plus que ça dans la mesure où c'est quelque chose de très symbolique aussi. Il n'y a pas non plus de. Comme c'est une déclaration symbolique, il n'y a pas de force juridique non plus. C'est pas un discours contraignant qui va changer les choses. Par exemple, on ne pourra pas amener un négationniste en Turquie aux États-Unis et lui dire voilà, le président a reconnu. Et devant une cour de justice, on ne pourra pas le condamner par rapport au fait que Joe Biden ait dit que c'était un génocide. Donc, d'un point de vue militant et d'un point de vue politique, je pense que là-dessus, enfin, si on s'intéresse au négationnisme, ça c'est pas intéressant. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, le génocide a déjà été reconnu par les instances états-uniennes, tant le Congrès que le Sénat, enfin que les chambres représentatives et que Ronald Reagan. Pour le reste, non, pour le reste, voilà, c'est du symbole et il faut pas s'en contenter. Il faut faire attention aussi au piège parce que si demain la Turquie reconnaît le génocide arménien, c'est pareil. Enfin, je veux dire, on va pas leur dire maintenant, ok, bah maintenant on poursuit le reste. Enfin, je sais pas, il faut faire attention, il faut pas non plus donner trop d'espoir à quelque chose, à quelqu'un qui est un locataire aussi. Il est là 4 ans, peut-être 8 s'il a de la chance, mais ça va pas changer l'avenir de la cause arménienne, je pense. Je pense que ça va surtout rien changer au niveau de la Turquie, hein, puisque et puis quand bien même la Turquie décide de reconnaître le génocide des Arméniens, catastrophe. On se retrouverait à la manifestation du 24 avril à 9 ou 10 ou 12. Et ça, c'est pas très grave finalement de ne pas être beaucoup, mais c'est surtout le problème du fait qu'aucun des problèmes structurels vécus par le peuple arménien consécutivement à cette politique de haine menée par l'État turc ne cessera. Les Arméniens de Turquie seront toujours traités comme des citoyens de seconde zone, et encore, je suis gentil. Les populations turquifiées ou kurdifiées d'Anatolie, enfin d'Asie mineure, que la Turquie appelle Anatolie, seront toujours traités comme des citoyens de 3e ou 4e zone dans le pays, au cas où si un jour ils se réveillent en étant arméniens, parce qu'ils sont quelques-uns quand même. Les visées impérialistes turques en Syrie ne cesseront pas, et donc la mise en danger des communautés arméniennes du Liban et de Syrie ne cessera pas. Et je peux aller loin comme ça, hein, je veux dire, la politique raciste contre l'État arménien et l'Artsakh ne va pas cesser. C'est le ciment national, la haine des Arméniens, et en Azerbaïdjan, mais en Turquie aussi. Je veux dire, le seul point de ralliement entre les nationalistes kémalistes, les nationalistes islamistes, les nationalistes presque nazis, j'allais dire, et les erdoganistes, c'est la haine des Arméniens et des Kurdes et des autres minorités. Mais je veux dire, c'est un package. On ne va pas se mettre à... La fondation de l'État turc, c'est pas faite sur la destruction du peuple kurde. Ça fait pas des Kurdes ou des Arméniens des concurrents victimaires, hein, mais en l'occurrence, la nation turque s'est fondée sur la destruction du peuple arménien. Donc, ça ne va rien changer une éventuelle reconnaissance du génocide par la Turquie, quand bien même ça serait plutôt un piège. Mais je voudrais revenir à cette déclaration de Joe Biden, et Thomas, je m'excuserai d'être bavard, mais elle n'est pas dégueulasse, cette déclaration, hein. Quand il dit que nous nous engageons à nouveau à empêcher qu'une telle atrocité se reproduise, j'ai envie de lui dire qu'à cela ne tienne, les Arméniens d'Artsakh et d'Arménie sont en proie à une tentative de recommencement du génocide. Et même un peu plus, c'est entamé, on va dire, depuis la guerre des 45 jours. Il parle d'1,5 million morts, ce qui est bien. Il y a certains historiens, y compris dits arménophiles, qui parlent de moins de morts. C'est un chiffre qui est pourtant... plutôt attesté, plutôt sérieux, 1,5 million morts. Non, c'est pas mal, quoi. Vous savez, on est très critique à chaque jour, mais là, c'est pas mal. Il y a une phrase qui, à mon avis, a été négociée avec les officiels turcs, c'est quand il dit que c'est une déclaration qui a une portée historique, mais qu'elle n'a pas vocation à blâmer qui que ce soit, comme s'il n'y avait pas de responsable aujourd'hui de ce génocide. On est les seuls qui sont responsables, c'est terrible. Oui, c'est ça. Non, mais on blâme personne, c'est historique. Ça veut dire que ce génocide n'a pas de conséquences. Mais en cela, on ne peut pas trop blâmer Biden, parce qu'en réalité, c'est la position des institutions arméniennes aussi, hein, qui se comportent comme si le génocide n'avait pas de conséquences actuelles aujourd'hui, et que ce n'était qu'une question mémorielle, historique, etc. Alors finalement, on met les historiens d'un côté, ils discutent de ce qui s'est passé, et puis le reste du temps, ceux qui veulent pleurer ou déposer des fleurs sur des machins, eh bien, eux, ils font de la mémoire. Bon, voilà. C'est un peu la caricature de ce qui se passe actuellement. Donc, on ne peut pas trop reprocher à Biden de faire autant
que les institutions arméniennes. Mais effectivement, il y a un responsable de ce génocide, il y a un continuateur du crime, c'est l'État turc, bien évidemment. Mais le fait qu'ils disent qu'ils ne jettent la pierre à personne, finalement, ça répond à ceux qui disent « Oui, mais grâce à cette déclaration, on pourra faire des procès aux États-Unis sur la question du génocide, sur la question des réparations. » Tolo le disait à très juste titre, il n'y a aucun fondement juridique nouveau avec cette déclaration symbolique du président des États-Unis d'Amérique. Certains nous disent que, vous vous rappelez, hein, les gens nous disaient la reconnaissance du génocide par les États-Unis va entraîner de facto la reconnaissance du génocide par Israël, comme s'il y avait un axe israélo-américain sur toutes les positions de relations internationales. J'attends de voir ce qu'Israël va faire. Je serais très surpris qu'Israël reconnaisse le génocide des Arméniens, comme si Israël obéissait aux États-Unis. Les États-Unis changent de président tous les 4 ans. Le Premier ministre actuel, le chef de l'exécutif israélien, est là depuis très très longtemps. Il pourrait prétendre à être membre du CCF tellement il est là depuis longtemps. Voilà. On nous dit aussi qu'il va y avoir d'autres reconnaissances grâce à cette reconnaissance américaine. Alors, je ne sais pas la reconnaissance de quel État, de quelle région, de quelle municipalité. Peut-être que les îles, je veux dire, quand les îles Sentinelles et des îles Andaman au Yalis de Nouvelle-Guinée, qui sont l'endroit où vivent les dernières tribus les plus vieilles du monde, vont reconnaître le génocide, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, quand la municipalité de Toulouse et le Minnesota auront reconnu le génocide, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, c'est quoi le projet de cette reconnaissance-là? Si cette reconnaissance n'est pas capable de protéger les Arméniens qui vivent, et je ne vois pas vraiment à quoi ça sert, Tolo parlait de déclaration symbolique, oui, au niveau interne, mais ça peut être une déclaration qui va avoir une importance au niveau des relations internationales. Cela va surtout dépendre de ce que veut faire Biden au Moyen-Orient. Vous savez, avec Trump, les États-Unis se sont retirés de beaucoup de théâtres géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, mais notamment au Sud-Caucase, notamment en Europe de l'Est et dans leur rivalité avec la Russie. Eh bien, cette place, la nature ayant horreur du vide, a été prise par la Russie et la Turquie. Et aujourd'hui, Biden, qui veut peut-être retrouver le rôle classique des États-Unis, impérialistes, etc., tout ce que vous voulez, eh bien, il devait rappeler à Erdogan qui était le patron dans la région, peut-être. En tout cas, on va voir ce que Biden veut faire. Si sa politique sera impérialiste, eh bien, il aura tout de même besoin de l'État turc parce que, eh bien, pour peser dans le Moyen-Orient, il a besoin de cette puissance-là. Et je finirai par dire que ce qui a l'air d'être positif peut aussi apporter des choses très négatives, notamment parce que la Turquie se fiche complètement en réalité, je pense, hein, de cette reconnaissance du génocide, puisque le génocide est reconnu depuis très longtemps, tout le monde parle du génocide depuis longtemps. Ça ne change rien à la politique turque, ça ne change rien à sa situation de domination dans la région. Néanmoins, la Turquie va feindre d'être très en colère. Elle va, je vous le dis, hein, je ne suis pas Madame Irma, mais c'est classique avec l'État turc. Ils vont rappeler leurs ambassadeurs, vont faire des déclarations terribles, se dire offusqués. Et puis, ils vont négocier avec l'administration américaine un certain nombre de privilèges dont on ne saura pas la nature avant qu'un ou deux peuples en fassent les frais. Mais par exemple, il y a cette question du forage des eaux territoriales grecques. Il n'est pas impossible, par exemple, hein, que Erdogan dise à Biden, eh bien, tu as commis un affront vis-à-vis de notre alliance, parce que l'alliance turco-américaine, je ne l'ai pas dit, mais elle ne va pas bouger. Hein. Tu as grévé un peu cette alliance, eh bien, pour te faire pardonner, eh bien, les États-Unis d'Amérique devraient appuyer auprès de leurs partenaires européens la position turque, par exemple. Voilà. Donc, tout ça va se négocier. La Turquie n'est pas un État enfant. Il ne va pas remettre en cause son alliance avec les États-Unis pour ça. Tu as une petite remarque d'ailleurs, pour rappeler que juste hier, c'était le 23 avril, Biden et Erdogan se sont entretenus au téléphone et ils ont prévu de se voir, je crois, au mois de juin, à un sommet de l'OTAN. Donc évidemment, la question a été abordée. Évidemment, Erdogan était au courant de ce qu'il allait se dire. Moi, quand j'ai vu cette nouvelle, je me suis dit, c'est-à-dire que Biden ne va peut-être pas reconnaître du tout. S'il a reconnu, c'est comme tu as dit, Richer, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est négocié derrière. On parle de relations internationales, il n'y a rien qui se fait. C'est Biden qui a dit, c'est ça, je te l'impose, et on va quand même se voir à un sommet de l'OTAN parce qu'on est amis quand même. Je trouve que la Turquie l'a presque bien pris. Il y a eu une déclaration qu'on aurait pu entendre pour n'importe quoi, qui aurait pu être sortir même sans qu'il y ait de reconnaissance de qui que ce soit d'ailleurs. Donc j'ai l'impression que pour la Turquie, ça n'a pas fait de grande différence. Il va montrer les crocs par principe, mais sans plus. Tu sais, Thomas,
c'est bientôt des élections. Il y a bientôt des élections en Turquie. Et l'adversaire de Erdogan, c'est les kémalistes. Et Erdogan, sur cette question-là, c'est très simple. Sur la scène internationale, il érupte, mais sur la scène nationale, il dit oui, ben, c'est pas moi, c'est les militaires, c'est les jeunes Turcs. Mustafa Kemal était membre des jeunes Turcs. Enfin, tout le monde connaît cette filiation entre les jeunes Turcs et les kémalistes. Donc, finalement, lui, c'est tant qu'il peut annexer des parties de la Syrie, tant qu'il peut massacrer les Kurdes, tant qu'il peut continuer la politique génocidaire en Artsakh et faire sa route de la soie. Quelqu'un veut-il réagir? Je crois qu'il y en a quelques questions, j'ai pas encore eu le temps de les voir. Les gens, ils vont râler parce que les Arméniens ont tellement attendu cette reconnaissance par les États-Unis que nous, on leur gâche leur plaisir ce soir. On aurait peut-être... Non, mais on peut comprendre que les uns et les autres soient individuels heureux de la situation. Mais Bien sûr. malheureusement, ce n'est pas parce qu'on n'a eu que des mauvaises nouvelles depuis 106 ans qu'il faut se réjouir de quelque chose qui pourrait sembler être une bonne nouvelle, même si la reconnaissance du génocide arménien par le président des États-Unis n'est pas un piège. Ce n'est pas ça que je dis, moi. Hein. Ce n'est pas ça qu'on dit, d'ailleurs. Hein. Ce qui est un piège, c'est que les institutions arméniennes traditionnelles ont engagé l'essentiel des militants de la cause arménienne et du peuple arménien dans la voie de la reconnaissance, sujet choisi par la Turquie parce que la Turquie s'est mise à nier. Hein, c'est ça le vrai problème. Alors, désolé de gâcher la fête, mais de manière sérieuse, on peut se dire oui, c'est vrai, ça va peut-être pourrir. Effectivement, peut-être que Erdogan a eu un coup de rage dans son palais. Non, on parlait d'impérialisme tout à l'heure. Les États-Unis sont toujours l'OTAN. La Turquie est toujours la deuxième plus grosse armée de l'OTAN. Les choses ne vont pas s'arrêter. Les intérêts de la Turquie, qui sont généralement ceux des États-Unis, ne vont pas dans le sens des intérêts du peuple, ni de la nation arménienne, malheureusement. Alors, on a plus un commentaire qu'une question, mais qui est assez intéressant. On a d'autres commentaires aussi, d'une manière générale, dont certains toujours très acerbes envers le CCAF. Mais là, il y en a un qui est une personne qui n'a pas l'air très d'accord avec nous, enfin, en tout cas, qui voudrait nuancer, qui dit la reconnaissance n'empêche pas la demande de réparation. Au contraire, que la Turquie reconnaisse, ça entraînera logiquement les réparations. Les réparations doivent être maintenant la lutte à mener. Donc, il y a des choses avec lesquelles on est d'accord, d'autres avec peut-être un petit peu. Je vais me permettre de répondre. Effectivement, Joe Biden a reconnu le génocide arménien. Moi, Maurice Toufanian, ça n'a pas m'empêché de demander réparation. C'est vrai. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça à l'échelle d'un peuple. Premièrement, ça ne se passe pas comme ça à l'échelle d'un peuple. Je vais vous rappeler un événement, la reconnaissance par le petit-fils de Djemal Pacha en 2010. Pardon, j'ai fait un lapsus. L'arrivée à Yerevan en 2010 du petit-fils de Djemal Pacha, qui va au Dizel Nagapet, qui s'incline, qui écrit un mot dans le livre d'or, qui fait une minute de silence, qui dépose une gerbe de fleurs. Les Arméniens, dans les chaumières, étaient aux anges. L'arrière-petit-fils de Djemal Pacha a reconnu le génocide arménien. Bon, sauf que l'arrière-petit-fils de Djemal Pacha a fait une conférence de presse en expliquant, Hassan Djemal il s'appelle, a fait une conférence de presse en disant qu'il n'avait pas reconnu le génocide arménien, mais qu'il avait enfin compris que les Arméniens pouvaient avoir autant souffert que les Turcs pour ce qui s'est passé en 1915. Bon, il a changé de position depuis, mais la preuve en est, c'est le piège. La preuve en est, c'est le piège. Effectivement, l'un n'empêche pas l'autre, mais je pense qu'à l'échelle d'un peuple, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Non, mais surtout qu'on sait que la reconnaissance en tant que principe symbolique est utilisée par les États pour justement échapper à une éventuelle responsabilité judiciaire ou en termes de réparation volontariste, comme par exemple l'Allemagne a fait avec Israël après la Shoah. On connaît ça. Je veux dire, l'Allemagne a reconnu le premier génocide du XXe siècle, celui des Herero et des Namas en Namibie. L'Allemagne l'a reconnu. L'Allemagne a mis beaucoup de temps à reconnaître ce génocide d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'a dit l'Allemagne aux demandes de réparation des Herero? Non, on a reconnu, mais on ne réparera pas. Il n'y a pas de réparation automatique.
Je veux dire, le seul endroit dans le monde où, quand vous reconnaissez votre responsabilité dans un crime ou dans un délit d'ailleurs, il est possible que les juges décident de vous condamner à des réparations, c'est une cour de justice. Je veux dire, si, et encore en droit international, c'est plus compliqué que ça. Je veux dire, voilà, c'est le seul endroit où il y a presque une automaticité, et encore, c'est pas sûr. Parce que vous connaissez l'aléa juridique. Mais là, c'est pas un aveu judiciaire, c'est pas un aveu judiciaire, c'est une reconnaissance politique. C'est pas quelqu'un qui s'est présenté devant un commissariat en disant voilà, je reconnais le crime que j'ai commis, et donc s'ensuit un processus judiciaire. Là, non, c'est pas le cas. Et donc, souvent, hélas, je dis bien hélas, parce que ça serait plus simple et mieux, la reconnaissance n'entraîne pas forcément les réparations. Je vais donner une anecdote, moi, parce que c'est une anecdote qui m'a souvent parlé. On est, je crois, le 25, le 26 ou le 27 avril 2015 à Haïti. Vous n'êtes pas sans savoir que Haïti a subi le plus gros hold-up de l'histoire, commis par la France. Hein. C'est-à-dire qu'Haïti a pris son indépendance et que la France a encerclé l'île avec sa flotte à l'époque en réclamant l'équivalent actuel de 11 milliards d'euros. Parce qu'une somme immense et un certain nombre de militants panafricains ou en tout cas haïtiens exigent toujours que la France restitue ces 11 milliards d'euros parce qu'Haïti n'a jamais pu s'en sortir depuis cette indépendance. Bon. Donc on est dans le cadre, pas d'un génocide, mais on est dans le cadre post-esclavagiste et en tout cas d'un crime et confronté à deux choses, sa reconnaissance ou sa réparation. Et bien, François Hollande, le président français de l'époque, a fait un voyage le 26 ou 27 avril à Haïti. Alors, il était censé bien connaître les problématiques de réparation et de reconnaissance, parce qu'il était 2 jours plus tôt en manifestation avec ses amis du CCF. Bon, ils vendaient en même temps des armes à l'Azerbaïdjan, mais il était censé connaître la problématique. Ben, il déclare à Haïti le 26 ou le 27 avril 2015, oui, la France a une dette morale, mais pas une dette financière. Donc, il y aura reconnaissance. Il n'y aura pas réparation. On est en 2021, il n'y a toujours pas eu réparation. Et je voudrais donner un autre exemple sans vouloir forcément multiplier, mais sur un sujet qui va peut-être tendre certaines personnes, j'espère pas chez les gens qui nous soutiennent, mais toujours avec la France et avec l'Algérie. Macron a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Quand il était candidat, il est un peu revenu sur ses propos. Et quand il y a le rapport qui est sorti en janvier, il a dit qu'il n'y aura ni excuse ni repentance, si je ne me trompe pas. Ça veut dire, en préalable, on commence par dire on peut se réconcilier, on peut parler de reconnaissance, mais même s'il est prouvé qu'on a fait un crime contre l'humanité, on ne va pas s'excuser, on ne va pas remettre en cause notre mémoire, et évidemment, ce qui va avec, on ne va pas réparer le crime. Donc oui, les deux sont possibles, mais de fait, ça n'arrive pas. Et pourquoi perdre du temps? Pourquoi perdre du temps? Est-ce qu'on a besoin que la Turquie nous dise quelque chose qu'on sait déjà? Il y a un Arménien qui est au courant, qui pense que ce n'est pas un génocide? S'il y en a, s'il y en a, oui, que j'aimerais bien qu'il se manifeste, que je ne l'ai pas encore vu. Hein. C'est possible. Ne lance pas d'appel parce qu'on va avoir un ou deux, trois hurluberlus qui vont venir nous prendre la tête. Enfin, un ou deux, qui sont peut-être un d'ailleurs. Non, mais c'est bon, quoi. Mais bon, voilà, on n'a pas besoin de ça pour savoir que c'est un génocide. Du coup, pour synthétiser et passer au troisième sujet, la reconnaissance de Biden, donc c'est symbolique, c'est pas mauvais en soi, mais il ne faut pas voir ça comme ni une réussite ni une fin en soi, c'est un début. C'est le début de la vraie lutte, si j'ose dire. Alors, je ne veux pas décrédibiliser toute la lutte qui a eu lieu avant, qui était aussi une lutte et qui était probablement nécessaire, mais la lutte maintenant pour la réparation commence maintenant. Il y a beaucoup de gens qui en parlent d'ailleurs dans les commentaires. C'est les réparations, le sujet maintenant. Et en tout cas, la reconnaissance, la France a reconnu, les États-Unis ont reconnu, la Russie a reconnu, si je ne me trompe pas. Bon, si on attend juste la reconnaissance d'Israël et celle de la Turquie, oui, on peut aussi attendre celle des îles Samoa et celle du Venezuela, si vous voulez. Mais je pense que maintenant, le sujet, c'est les réparations. Et il faut réfléchir vraiment en termes d'objectifs et pas en termes juste de fin en soi. La reconnaissance, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la lutte pour les réparations. Et du coup, pour revenir un petit peu au sujet du 24 avril même, quel sens donner au 24 avril
à la fois avec cette déclaration de Joe Biden et donc une reconnaissance des grandes puissances, on va dire, d'une partie des grandes puissances et d'une grande partie de la planète maintenant, et la quasi-totalité des historiens, hormis ceux payés par des lobbies. Et en même temps, avec la manifestation qui a eu lieu aujourd'hui, qui était douteuse à Paris, en tout cas sur la représentativité, quel sens donner aujourd'hui au 24 avril? Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. Moi, j'ai une petite idée, sinon je peux y aller, je peux laisser la parole, c'est comme vous le sentez. Eh bien, écoutez, je vais commencer. Je voudrais en fait revenir sur un aspect plus sur le génocide en général que sur exactement le sens du 24 avril, mais les deux vont être liés. Je vais essayer d'expliquer pourquoi assez vite pour pas perdre tout le monde non plus. Euh, on se concentre énormément sur 24 avril, génocide, reconnaissance. Or, le génocide, c'est un long processus qui a commencé avant le 24 avril. D'ailleurs, on en parle dans le communiqué qu'on a rédigé et qu'on a publié en texte et en vidéo. Je vous invite à le regarder, évidemment. Le 24 avril, le génocide, c'est un long processus qui a commencé avant le génocide avec le sultan Abdulhamid, qui a eu comme dernière manifestation militaire, et je dis bien militaire, la guerre en Artsakh. Si on prend les déclarations d'Eldoran, ça continue jusqu'à aujourd'hui même. Et je voudrais donner cette anecdote en termes de chiffres, que je trouve assez intéressante. Alors, je prends des chiffres, évidemment. Certains historiens diront peut-être que ce n'est pas exactement les bons chiffres, mais grosso modo, il y a entre 1,6 et 2 millions d'Arméniens dans l'Empire ottoman avant le génocide en 1915. En 1918, quand le régime jeune turc s'effondre et que certains peuvent revenir, il y en a 400 000, ce qui fait que la population a été divisée par 4 ou 5. Aujourd'hui, on estime que les Arméniens de Turquie, si on exclut les émigrés Rayastamsi, sont 40 000. Certains disent 60 000, certains disent un peu plus, un peu moins. On va dire 40 000. Ça veut dire qu'après le génocide, après la fin des jeunes Turcs, la population arménienne a été divisée par 10. C'est-à-dire à peu près le double, voire plus, en termes numériques. Alors, ça va passer par des armes, c'est passé par des persécutions, c'est passé par de l'exil, c'est passé par beaucoup de choses. Mais c'est pour bien rappeler que le génocide, ce n'est pas uniquement le 24 avril, c'est un long processus qui continue aujourd'hui. Et donc, quand on parle du 24 avril comme journée de commémoration, c'est important, parce que c'est important d'avoir une bonne date. Mais c'est important de ne pas rester uniquement concentré sur ce moment de l'histoire dans la lutte arménienne. La lutte arménienne et les persécutions, les crimes qu'on a commis ne se limitent pas au génocide. D'ailleurs, notre histoire non plus ne se limite pas au génocide. Il y en a trop qui parlent seulement de 1915 dans notre histoire, comme si c'était rien passé avant et après. On a eu le christianisme et le génocide, c'est tout. C'est ça. Pour le coup, vraiment, les 3 dates peut-être que j'ai appris à la Maison de la culture arménienne quand j'étais petit, c'était 301, 404, 451, 1915. Ça fait 4 dates. 451, 1915. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Je ne vous dis pas qu'on n'a rien appris, on a dû voir des choses une fois de temps en temps, mais les dates que j'ai retenues, c'était ces dates-là. Le 24 avril, c'est une date qui est importante, mais il ne faut pas qu'on la prenne comme la seule chose à voir dans notre lutte. Et le génocide comme la seule chose à voir dans notre lutte, c'est une lutte qui continue jusqu'à aujourd'hui contre l'État turc, pour beaucoup d'autres choses que uniquement le génocide, mais le génocide en fait partie. Et donc, c'est important de sortir un petit peu de ces schémas mentaux dans lesquels on s'est nous-mêmes enfermés, avec même le mot génocide. Au final, si la Turquie ne le dit pas et qu'elle répare, ça me va. Je m'en fiche qu'elle laisse le mot exact aux historiens. L'important, ce n'est pas qu'ils disent le mot. Les Louris, ils le reconnaissent, le génocide, ils en sont fiers. L'important, ce n'est pas le mot, c'est de réfléchir de manière plus globale, c'est de réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut exactement. Et je pense que Charjom, on l'a suffisamment dit, c'est la réparation, ce n'est pas de la reconnaissance. Et donc, alors ça n'a pas le lien directement avec la manifestation, mais bien avec la date du 24 avril qui est une date, mais il ne faut pas qu'on reste concentré seulement sur cette date et uniquement sur le génocide. La lutte du peuple arménien est beaucoup plus vaste, y compris si on s'intéresse uniquement à la persécution des Arméniens par l'État turc en Turquie, en Arménie, en Artsakh et dans la diaspora. Oui, moi aussi, je peux rebondir, hein. C'est évidemment, on le dit dans le communiqué, hein, écrit que le territoire arménien, depuis 100 ans, ne fait que réduire. Il n'y a presque plus d'Arméniens en Anatolie. Le Jabar qui est chez les Géorgiens. Quand on regarde les revendications de la manifestation du 24 avril 1965 à Yerevan, c'était nos terres, c'était la justice, et c'était des revendications sur l'Artsakh et le Nakhichevan. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Arméniens en Nakhichevan. Il n'y a même plus de cimetière arménien en Nakhichevan. Et on sait ce qui s'est passé en Artsakh il y a quelques mois. Donc c'est une question, évidemment, qui nous appelle à nous poser la question, qu'est-ce qu'on veut, nous, en tant que nation? Est-ce qu'on veut continuer à subir ou est-ce qu'il est possible
en tout cas, je ne sais pas s'il est possible, mais est-ce qu'on se met dans la voie de reprendre notre destin en tant que nation et pas en tant que peuple, hein. Ça va être facile de ne jamais oublier. Enfin, je vois des never forget fleurir partout. Je pense pareil que personne n'oubliera jamais. Par contre, on peut mourir sans oublier, hein, en tant que nation, hein. Quand on n'aura plus de pays parce qu'on aura tout perdu, on n'oubliera toujours pas, mais on sera foutu en tant que nation. Donc, il est question de reprendre notre destin entre nos mains. Euh, euh, Au pays, ça veut dire en Alsace, en Arménie et autres, ce qui reste de patrimoine, mais aussi en France. Et là, je rejoins ce qui s'est passé à la manif. C'est-à-dire ne plus subir. C'est-à-dire on a une seule manifestation régulière dans l'année, c'est à nous de l'organiser. C'est plus à la préfecture. Et il faut donner du répondant maintenant dans la manifestation. Donc voilà, c'est ça, je pense que ça m'évoque. C'est au-delà de la question du génocide, c'est une lutte pour la survie et la lutte devient de plus en plus difficile. Tolo, il y a Michel qui veut enchaîner. Ouais, vous avez bien synthétisé ce que représente le 24 avril. C'est compliqué en fait. En fait, moi, je vois le génocide d'abord comme un crime. Donc, qui dit crime dit qu'il faut répondre par la justice. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier cette question, en fait, cet aspect-là justement de la justice. Et quand je parle de réconciliation, on peut se réconcilier avec des gens, mais pas les gens qui ont profité en fait d'un crime pendant 106 ans, d'un système qui a profité d'un système qui nous a humiliés, qui nous a méprisés pendant 106 ans, de manière aussi institutionnelle. Voilà, donc le 24 avril, c'est un jour d'hommage, c'est un jour de lutte. C'est un rendez-vous, en fait, pour les Arméniens, un rendez-vous qu'on voit maintenant, auquel on essaie de donner du sens, bien sûr. Et bien sûr, on ne s'arrête pas là. Bien sûr, le 24 avril ne nous définit pas, nous, certainement, ni nos actions. Quand on lutte pour l'Artsakh, quand on envoie de l'aide dans l'Artsakh, quand on va en Artsakh, quand on va en Arménie, quand on manifeste pour les prisonniers, c'est tout un sens, tout est connecté. Comme tu disais, Thomas, le fait que maintenant le peuple arménien est en danger, c'est qu'il n'y a toujours pas eu justice pour notre peuple. Donc, que ce soit sur n'importe quelle terre, même dans les quartiers à Lyon, quand les Loups viennent, c'est qu'on a aussi une question de danger de notre peuple et qu'il faut lutter pour notre protection, quoi, et pour nos droits. Donc c'est un peu ça le 24 avril. Bon, en parlant des loups gris, il me semble, selon nos informations, qu'ils auraient tenté d'attaquer le cortège du 24 avril à Lyon aujourd'hui et qu'ils se seraient rabattus, accompagnés fortuitement ou pas, je ne sais pas, de fascistes français. Vous savez que l'extrême droite est très présente à Lyon, à une manifestation de lesbiennes, il me semble. Donc voilà. Je pense que ce problème que tu soulèves, Tolo, il est bien évidemment important. Moi, je voudrais tout de même relever quelque chose et c'est très rare, hein, avec lequel j'ai une petite différence d'appréciation. Quand Thomas, tu disais, peu importe quel est le mot utilisé, les historiens peuvent aussi se débrouiller avec les concepts. Je trouve tout de même que le mot génocide reste important. Il reste important parce que les Arméniens se sont battus pour ce mot-là. Il est important parce que le mot a été inventé pour nous, hein. Je rappelle que Raphaël Lemkin, l'inventeur du concept de génocide, a travaillé sur les actes du procès Tellerian pour élaborer cette nouvelle notion juridique. Donc je pense qu'elle a quand même du sens, historiquement parlant d'ailleurs, et qu'enlever le mot génocide, c'est dépouiller les faits un peu de leur sens juridique, mais c'est finalement les neutraliser, les rendre neutres. C'est d'ailleurs souvent les dépolitiser. Et je renvoie bien évidemment au débat passionnant développé par Bourdieu entre la discipline historique et la discipline sociologique, avec cette propension qu'ont les historiens, qu'a la discipline historique, à rendre les choses plus neutres. Alors, je vais aussi dénoter un peu. Je suis désolé, mais il y a un thème qui nous est très cher à tous, hein. C'est le thème de la justice et des réparations. Je pense qu'on est quelques-uns autour de cette table à avoir participé très grandement à remettre ce slogan à la mode, on va dire. En 2008-2009, avec Loris, on commençait à introduire ces notions-là de justice et de réparation dans nos discours au 24 avril, à l'époque où on était dans les organisations mainstream de la communauté. Les gens nous regardaient avec des yeux ronds, hein. Alors des gens nous disaient magnifique, on est retourné aux revendications radicales, c'est-à-dire au sens littéral du terme, aux revendications initiales, on y est sensible. Et puis d'autres nous disaient mais waouh, c'est quoi ce bazar, c'est quoi, c'est la lutte Fabien, vous êtes des malades.
Ouais, c'est la lutte armée qui commence, etc. Et puis les gens se sont habitués, puisque le terrain avait été préparé des décennies avant nous par d'autres, hein, notamment le collectif Réparation, etc., Terre et Culture et d'autres, hein, et bien avant eux d'ailleurs. Et puis voilà, aujourd'hui c'est devenu excessivement à la mode de mettre justice et réparation, parce que certaines organisations peut-être doivent se donner un aspect un peu radical, un peu. Bon. Le problème, c'est que je crois que cette année, ce n'est pas du tout approprié. Enfin, je ne suis pas contre la justice et la réparation, mais cette guerre contre l'Artsakh et contre le peuple arménien de manière générale, finalement, nous a tout de même montré qu'on n'était plus dans une logique post-génocidaire, mais que la politique génocidaire de l'État turc et de l'État satellite azerbaïdjanais n'avait pas cessé. Je dis État satellite parce que, souvenez-vous, en juillet, le chef de l'état-major azerbaïdjanais est licencié et il est remplacé par un général turc. Et la guerre, après, prend contre l'Artsakh avec une grande ampleur cette fois-ci. Et bon, c'est la Turquie qui était à la manœuvre, on n'est pas dupe. Mais alors que le processus génocidaire est réactivé et qu'il y a une menace existentielle sur l'ensemble du peuple arménien, sur ses terres historiques, donc je pense au Sud-Caucase, enfin ce qui nous reste de terres historiques, je pense que parler de justice et de réparation, c'est un peu, pas hors sujet, mais un peu décalé, même si je pense que c'est la seule revendication qui a de l'intérêt sur cette question du génocide des années 1890 jusqu'à 1924 au moins. Bien évidemment, parler de reconnaissance, c'est ramener au particularisme des souffrances, alors que parler de justice, eh bien, c'est se mettre à égalité avec tous les peuples, puisque c'est l'un des slogans de Charles d'ailleurs, tous les peuples veulent la justice. Il n'y a pas un peuple qui s'est réveillé un matin en disant « moi, je ne veux pas la justice » si le coupable, celui qui a violé mes sœurs et qui a tué ma famille, reconnaisse, ça me suffira. Aucun peuple n'est dans cette posture-là. Donc, je rejoins ce que disait Loris. Je pense que aujourd'hui, le sens qu'on peut donner à nos rassemblements, c'est celui de l'intérêt du peuple arménien, l'intérêt national finalement. Comment la diaspora peut aider l'Arménie, mais sérieusement cette fois-ci, et comment on peut penser l'avenir de ces deux groupes qui sont bien évidemment polymorphes, pas du tout homogènes, eh bien, dans un destin commun. Et ça c'est du travail, ça demande des réflexions intellectuelles, mais ça demande aussi du travail concret. Et penser l'intérêt national, c'est aussi se faire violence et mettre de côté un certain nombre d'habitudes qui font penser au groupe arménien que tout ça est normal. Par exemple, le fait, on parlait tout au début de cette émission, de la manifestation parisienne où on sépare les notables du peuple. Ça en dit très long sur nos vieilles habitudes ottomanes. Cette façon qu'on a de magnifier les notables comme s'ils servaient à quelque chose d'ailleurs, je ne sais pas à quoi. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est flippant. Et d'ailleurs, cet attrait qu'on a dans le peuple arménien pour les notables, on voit bien, puisque le 24 avril, c'est la date de commémoration de la déportation des notables, en réalité, des intellectuels, des artistes, etc., mais d'un certain nombre de notables. Je rappelle qu'au mois de février, de la même année, on déportait les hommes engagés en tant que conscrits dans l'armée ottomane. Donc le gros du génocide avait déjà commencé en février. Voilà. Je pense que l'avenir de la nation arménienne, et à chaque fois que la nation arménienne s'est saisie de son destin, c'est quand on a aboli la distinction entre les notables et les prolétaires. On va bientôt terminer parce qu'on a quand même dépassé comme d'habitude. On a juste quelques questions, donc j'en ai identifié deux. Il y en a une à laquelle je vais répondre rapidement et l'autre, je vais vous laisser y répondre. La première à laquelle je vais répondre rapidement, est-ce que ces questions, donc j'imagine de réparation, pourraient émerger en Turquie après la fin du régime d'Erdogan? Il ne faut pas oublier que le régime d'Erdogan est celui qui a fait le plus d'avancées dans les années 2000 par rapport à un régime kémaliste qui était très hostile, et que par la suite, celui qui a fait le plus de retours en arrière. Donc, le régime d'Erdogan, là-dedans, c'est un... Pardon, vas-y. Les revendications sur les réparations en Turquie, elles n'ont pas attendu la diaspora.
Heureusement d'ailleurs, puisque la Fondation Holland Inc. a recensé des milliers et des milliers de bâtiments, de biens, etc., et a entamé des procès, alors pas forcément des procès devant des juridictions civiles, mais également devant des juridictions administratives, un certain nombre d'organisations, de fondations arméniennes en Turquie ont même obtenu la restitution de certains biens. D'autres restitutions ont été opérées grâce à des manifestations politiques. Je pense à la bataille autour de Norzartonk, etc., autour de l'orphelinat du Camp Armen. Et puis, voilà, il y a un vrai travail qui a été mené. Alors, bien sûr, il a été arrêté en 2015-2016 quand Erdogan a resserré les vis et a fait la synthèse entre l'islamisme et le nationalisme, on va dire, pour schématiser. Mais un travail a été mené. Mais bon, voilà, c'est pas parce que Biden a reconnu le génocide que ça va changer quelque chose en Turquie, voire même ça va plutôt crisper les choses. Hein. Ne soyons pas angéliques. Même pour les Arméniens de diaspora, moi j'ajoute que les premières revendications des Arméniens dans les années 30, les revendications des Arméniens ne sont pas nées en 1965. Hein. Dans les années 30, les premiers actes politiques des Arméniens, ce n'est pas des questions de reconnaissance. C'est des individus qui vont voir les cadastres, qui ont des titres de propriété, qui vont porter plainte en Turquie. Alors, je ne dis pas que ça aboutit, mais les premiers actes, c'est des questions de réparation, concernent des questions de réparation, et on est bien loin du début du régime d'Erdogan. Hein. La reconnaissance, c'est un concept des années 80 en Europe occidentale et aux États-Unis. C'est d'ailleurs un concept qui a été mis en place pour symboliser les choses et les rendre beaucoup moins tangibles en termes politiques. C'est un moyen aussi, je veux dire, par exemple, toute la lutte antiraciste en France procède de ce courant philosophique de la reconnaissance. C'est-à-dire, on va vous reconnaître identitairement, mais par contre, vous n'aurez pas des droits sociaux et économiques. Je parle aux étrangers issus de l'immigration, notamment, de l'immigration ou pas d'ailleurs, maghrébine et africaine d'Afrique subsaharienne ou des dom-toms. Ce n'est pas une immigration dans le sens propre du terme. Mais voilà, on va dire qu'on est contre le racisme symboliquement, on va faire un grand festival était organisé, vous vous rappelez, hein, François Mitterrand, tout ça. Mais le concept de reconnaissance, c'est aussi le désavantage. C'est-à-dire que on part sur d'autres choses, du symbolique et moins du tangible. Et effectivement, l'aspect d'Erdogan là-dedans, sur la politique de l'État turc, il est anecdotique. La politique de l'État turc n'a à peu près pas changé depuis Mustafa Kemal, en tout cas pas sur les questions des Arméniens. Avant, après Erdogan, ça ne changera rien à mon sens. La dernière question qu'on va prendre, concrètement, que peut-on espérer de façon réaliste en termes de réparation? Qui est une très vaste question. Si je peux juste, j'ai envie de dire, modifier la question. N'espérons rien. Il faut lutter, il faut militer. La question est là. Et surtout, la liste des restitutions et des réparations, c'est à nous, peuple arménien, de l'établir. Alors, pas chacun dans nos coins, pas forcément l'Arménie seule d'ailleurs, mais il faut s'organiser pour savoir ce que l'on veut. Il y a des tas de listes déjà, il y a des tas de listes. Rien que le traité de Sèvres déjà recense un certain nombre de choses, mais c'est très long. Le collectif Réparation a fait un travail conséquent là-dessus. La commission des Américains sur la question a fait un travail là-dessus, etc. Bien évidemment, c'est un travail qui concerne la réparation des biens nationaux, des biens collectifs. Ceux qui possédaient une maison, etc. Je veux dire, ce n'est pas des réparations collectives, ça, c'est des réparations individuelles, mais qui sont très dures à obtenir. Mais l'une des réparations collectives devrait consister, je pense, à changer la loi, notamment sur les nationalités et les biens de propriété. Vous savez qu'après le génocide, un certain nombre de lois ont été mises en place en Turquie pour justement rendre impossible toute demande juridique concernant la restitution de biens individuels. Mais en réalité, je trouve tout de même que cette question des réparations dont on parle, nous, à Chaljoun, depuis notre création, je veux dire, c'est un peu un peu notre victoire politique dans notre victoire culturelle, on va dire, à avoir réussi à imposer ce thème-là dans l'espace public arménien diasporique, franco-français, hein, bien évidemment, restons modestes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'enjeu. Aujourd'hui, on a des troupes turques et azerbaïdjanaises amassées à la frontière qui veulent recommencer le génocide. L'heure n'est pas à la demande de réparation, mais à la résistance intellectuelle. Cessons d'applaudir les gens qui vendent des armes
à l'Azerbaïdjan dans nos manifestations, ce serait un bon début. Et puis, mettons en place des réseaux de solidarité avec l'Arménie pour renforcer le pays. Et même pour ceux qui le souhaitent et qui ont ce projet-là, allons vivre en Arménie. Enfin, moi, j'ai des copains qui le font régulièrement, enfin, j'ai souvent des copains qui décident d'aller vivre en Arménie et je leur dis, mais bravo, vous faites ce que beaucoup de gens aimeraient, qui ne peuvent pas à cause de questions économiques, de questions de boulot, familial, etc. Enfin, vous connaissez la vie des gens. Hein. Il y a plein de choses à faire pour se sortir de cette situation qui est intenable. Voilà, on va s'arrêter là. On a fait à peu près 1h15, je crois, et je pense que c'est déjà pas mal. Donc merci pour tous les gens qui nous ont suivis. Merci pour vos questions. Merci pour votre attention. Restez connectés parce qu'il y a d'autres lives qui vont être organisés. Il y en a un très prochainement, j'ai plus la date en tête. Mais on vous en parlera très vite sur les réseaux sociaux. Donc restez connectés évidemment. Et continuez à nous suivre parce que d'autres choses arrivent tout au long du mois de mai, qui est une date qui est un mois avec beaucoup de dates symboliques. Bon, il y a évidemment le 1er mai pour des questions sociales, mais il y a aussi le 8 mai, prise de Chouchi, la bataille de Sardarabad et la proclamation de la Première République d'Arménie, 24 et 28 mai si je ne me trompe pas. Et ça fait du bien des fois de garder en tête aussi des dates un peu plus positives que celles où on a 1 500 000 personnes qui sont mortes. La lutte, c'est aussi ça. Et comme tu disais d'ailleurs, Yariché, c'est aussi de mettre en avant ce genre de choses, de mettre en avant les moments de résistance et les moments où on a construit des choses positives. Merci beaucoup, restez connectés pour la suite et on vous souhaite une bonne soirée.